Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions sur réussir son parcours Microsoft 365. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, pour vous parler de cette route que l'on emprunte quand on adhère à Microsoft 365. Et ce qu'on vous parle aujourd'hui, c'est un parcours typique, mais il n'y a pas un parcours Microsoft 365 qui est identique. Chaque entreprise, chaque organisation a ses besoins propres, à son rythme, va aussi rencontrer ses propres embûches. Mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est typique, mais ce n'est jamais linéaire, ce n'est jamais parfait et vous allez vous retrouver à certains moments dans ce parcours-là. Et puis, c'est pour vous montrer un peu les bonnes pratiques de migrer à Microsoft 365 et comment on évolue dans cet environnement-là. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Mon nom est Marie-Ève Ducharme. Je suis directrice vente, marketing et relations clients chez MS Solutions. Mon collègue Stéphane m'accompagne aujourd'hui. Il est vice-président accompagnement et développement Microsoft 365. Bon après-midi, Stéphane. Bon après-midi, Marie-Ève. Merci d'être avec nous. On va passer 30 à 40 minutes en compagnie de Stéphane aujourd'hui, qui va nous faire bénéficier de ses connaissances en parcours Microsoft 365. Il y en a vu plus qu'un, donc on va apprendre de lui aujourd'hui. Notre webinaire aujourd'hui précède le lancement d'un livre blanc qu'on va lancer la semaine prochaine et qui va aller plus en détail que le webinaire aujourd'hui sur le parcours Microsoft 365. Donc, c'est à surveiller si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, à l'agenda aujourd'hui, on a environ 8 points à couvrir avec vous. Donc, on va aller plus en survol, puis le document va aller plus en profondeur. Donc, comme je vous dis, le parcours, ce qu'on vous montre, c'est les bonnes pratiques, un parcours typique. Ça se passe pas un mois, hein, adhérer à Microsoft 365. Des fois, ça peut être un parcours d'1 an, un parcours de 3 ans, de 5 ans. C'est propre à chacune des organisations. On commence par la migration 365. On va vous parler de ce que ça implique. On va jaser de gouvernance. On va jaser de cybersécurité. On va jaser de stratégie de formation également. Ensuite, on rentre dans des notions un peu plus complexes. On parle d'intranet, de SharePoint. Puis après ça, on va dans le plus avancé. Donc, l'intégration Power BI, la Power Platform de Microsoft également. Donc, vous comprendrez que dans l'adoption de Microsoft 365, ce qui est important, c'est de savoir marcher avant de savoir courir, puis avant de savoir sauter. Parce que si on passe d'une migration, puis qu'on va directement à Power BI, on passe quelques étapes qui sont cruciales. Beaucoup d'entreprises en cours de pandémie ont rapidement adopté Microsoft 365 et ont peut-être escamoté certaines étapes cruciales en cours de route. Ben, il y a toujours l'occasion de faire un petit pas en arrière pour en faire 4 en avant. Donc, c'est de ça qu'on discute aujourd'hui avec Stéphane. Rapidement, allons vers la première étape, la migration Microsoft 365. En fait, c'est une étape qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger. Le choix des licences est assez significatif pour la suite. Donc, en fait, vous allez voir, toutes les étapes sont importantes quand on adhère à Microsoft 365. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Choisir des licences, ça peut avoir un impact sur le futur, ça peut avoir un impact sur les fonctionnalités également dont on bénéficie. Une licence qu'on parle de basic n'aura pas les mêmes fonctionnalités qu'une licence premium. Parfois, c'est même un espace de sauvegarde qui est différent. Donc, il faut se poser les bonnes questions, puis s'entourer des bonnes personnes. Une licence, par exemple, qui est premium, va inclure un outil qu'on appelle Microsoft Defender. On vous en a déjà parlé en webinaire, puis on pourrait vous en reparler pour un webinaire complet. Et on va parler de cybersécurité tout à l'heure. Donc, les inclusions de ces différentes licences-là sont importantes. Donc, ce qu'on suggère, c'est toujours vous faire accompagner là, par l'entreprise qui va vous aider à migrer envers Microsoft 365. C'est un processus là, à considérer et à se faire accompagner. Donc, une migration des courriels, c'est généralement la première étape. Une sauvegarde externe de vos données, c'est une étape également importante à considérer. Puis souvent, les entreprises ignorent le fait qu'il est fortement recommandé d'avoir une sauvegarde externe de nos données. Microsoft 365 n'est pas à l'abri d'une perte de données. Donc, il est toujours préférable pour toute organisation qui ne veut pas perdre ses données d'avoir une sauvegarde externe.
Puis finalement, quand on parle de migration vers Microsoft 365, on parle aussi de téléphonie par Microsoft Teams. Il faut vous poser la question, est-ce que vous voulez continuer avec votre système téléphonique actuel ou en planifiant la migration, vous planifiez également une migration vers la téléphonie IP sur Microsoft Teams pour retrouver toutes vos communications au même endroit. En télétravail, travail hybride, c'est fort pratique. Il faut voir si ça s'applique à votre type d'organisation. Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération. Stéphane, est-ce que ça résume pas mal les étapes de la migration selon toi? Très bon résumé. Très bon Super. résumé. Donc, une fois qu'on procède avec notre migration, ou même pendant, parce que quelquefois, on va le faire un peu avant ou pendant la migration, on va aborder le sujet de la gouvernance, qui est le prochain grand jalon dans notre analogie que j'adore, l'analogie avec la route, parce que on prend la route M365, puis la gouvernance, c'est le gouvernail. C'est ce qui va nous permettre de conduire, de gouverner où on s'en va. Cette route, Microsoft ne la trace pas pour nous. Microsoft nous donne des outils. Donc, c'est un peu comme, voici, c'est votre terrain, tracez votre route. La gouvernance va déterminer, bon, quelle étape on va faire en premier et comment qu'on va se gérer dans cet environnement-là. Donc, on va donner des outils, ou du moins appuyer la direction dans leur réflexion pour permettre aux organisations de se doter de règles de gestion pour encadrer l'utilisation de cette nouvelle technologie. Et surtout, ce qui est de plus en plus important, c'est rester en contrôle de ses actifs numériques. Ce qu'on détient comme actif numérique, c'est le nouvel or noir. Donc, on en a besoin, ça nous appartient. On peut transformer ces actifs-là en revenus. Donc, ça devient notre propriété. On doit la protéger. On ne peut pas laisser les gens de notre organisation, les employés nouveaux ou anciens, agir comme ils le veulent avec la donnée auquel ils ont accès. La responsabilité de qu'est-ce qu'on fait avec la donnée, comment on la contrôle, revient aux dirigeants. Surtout avec des nouvelles lois comme la loi 25, où là, on a une loi qui vient vraiment l'imposer. Donc, lors de la gouvernance, dans cette étape-là, on va ouvrir un peu ou éveiller l'esprit des gens sur comment on contrôle l'environnement. C'est un nouvel environnement qui est quasi sans limite. On n'est pas limité aux bornes d'un serveur. On peut rajouter des morceaux et Microsoft va faire des changements, même à notre insu, pour améliorer l'environnement. Si on continue dans notre présentation, Marie-Ève, les étapes qui seront abordées ici, ou du moins les grands thèmes de la gouvernance, ce sera pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité de l'information. Quand on parle de gouvernance, c'est assez large. On va toucher des aspects de sécurité, même notre département de cybersécurité a un volet gouvernance qui est davantage axé sur la sécurité de la donnée. La gouvernance va aussi toucher l'individu. Des fois, ce n'est pas seulement qu'une configuration ou un paramétrage. On va parler de politique. Quelles sont les politiques de partage? Quelles sont les politiques de communication au sein de notre entreprise? Tout ça peut être encadré par la gouvernance. Donc, définir les règles d'usage simple, sécuritaire et commune à l'organisation. Qui aura accès à quoi selon leur niveau? Protéger la propriété technologique de votre organisation. On va vouloir aussi aider à standardiser les outils. Pourquoi utiliser Dropbox, iCloud, WeTransfer quand on a OneDrive ou SharePoint? Peut-être qu'il y a une bonne raison, mais peut-être qu'on ne veut pas. On ne veut pas avoir ce qu'on va appeler le shadow IT, des outils clandestins qui contiennent l'information propriétaire, mais qu'on ne contrôle pas. Donc, la gouvernance vient nous imposer de se contrôler, du moins contrôler nos données. On va revenir sur le dernier point, viser l'amélioration, l'optimisation, le perfectionnement de la donnée. C'est un peu dans les buts ultimes de la gouvernance et on verra dans Power BI le pourquoi. Puis ce que je comprends, Stéphane, c'est que la gouvernance arrive en début de route, au début de notre aventure, parce qu'on veut éviter de tergiverser, de changer les politiques et la gouvernance en cours de route, ou de débuter en disant tout le monde peut créer des équipes dans Teams, tout le monde a accès au contenu de tout le monde, puis whoop, après 2 mois, ça change. Vous avez plus accès au dossier RH, vous avez plus accès au dossier de direction, vous pouvez plus créer vos équipes Teams, puis là, ça crée des frustrations. Tout à fait. Comme on disait, c'est un chemin. Hein. On a eu la chance d'accompagner des compagnies dès le départ, lors de leur migration initiale vers M365. C'est de plus en plus rare maintenant, il y a plusieurs compagnies dans M365 et de plus en plus on fait des mandats de restructuration, d'optimisation
et on va commencer par la gouvernance pour s'assurer qu'il y a déjà un cadre en place. C'est ce qu'on doit faire au départ pour éviter les mauvaises surprises, comme tu l'as mentionné, de retirer des accès que les gens s'étaient habitués d'utiliser et l'on crée du mécontentement. Donc, il n'est pas trop tard. Si une entreprise a migré à Microsoft 365 en mars 2020, à la va-vite, comme on dit, il n'est pas trop tard pour retourner en arrière puis faire une restructuration de leur environnement, une optimisation. Ou une révision de leur gouvernance. Il n'est jamais trop tard. En fait, c'est même recommandé de revoir la gouvernance une fois par année. Un peu comme qu'on va faire sur des certifications quelconques comme ISO ou autres. Le cycle annuel de révision d'une gouvernance est souvent très fréquent dans les entreprises. Parfait. Ça nous mène au prochain point, qui est la mise en place de stratégies de cybersécurité. Encore une fois, ce n'est pas identique d'une organisation à l'autre, mais les stratégies de sécurité à mettre en place, à la base, on parle de l'authentification multifacteur. Hein, vous nous l'entendez dire assez régulièrement. Ce n'est plus facultatif, c'est rendu maintenant... c'est même rendu impératif, là, notamment dans Microsoft 365, pour assurer la sécurité de son environnement. Il y a des licences de protection des communications qui existent, donc communément appelées Microsoft Defender. Il y a d'autres licences hors de Microsoft également qui existent. Mais il existe toutes sortes de niveaux de protection aussi. Il faut voir lesquels répondent aux besoins de votre organisation. Donc, c'est pas one size fits all, comme on dit, mais c'est bien adapté à chacun. Il y a des fonctionnalités d'alerte et de surveillance qu'on peut activer dans l'environnement Microsoft 365 pour avoir des alertes en cas de suspicion d'une connexion qui est malveillante. On parle d'autres fonctionnalités importantes comme la limitation d'origine des connexions dans Microsoft 365. Donc, on peut dire à notre environnement, personne ne devrait se connecter dans mon environnement Microsoft 365 s'il est en Amérique latine, par exemple. On n'a pas de bureau, on n'a pas de clients, on ne fait pas affaire avec ces marchés-là, on n'a aucun fournisseur, donc personne ne devrait avoir l'autorisation de se brancher dans notre environnement par cette géographie-là. Comme ça limite les risques, ça limite les connexions malveillantes et tout enjeu de cybersécurité. Donc, c'est grosso modo, là, les grandes lignes à mettre en place en termes de stratégie de cybersécurité. On passe à la cybersécurité. Ensuite, on passe à d'autres stratégies qui sont tout aussi importantes. Les stratégies de formation, Stéphane, c'est bien entendu d'apprendre à l'humain à utiliser la technologie derrière Microsoft 365. Je pense que ça fait partie des facteurs clés de succès, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On ne parle plus de formation, on parle maintenant de stratégie de formation dans l'entreprise. L'adhésion à la technologie Microsoft 365, comme n'importe quelle technologie, passe par une bonne formation des employés. On ne peut pas s'attendre que l'employé va connaître, va tout apprendre du premier coup. On ne peut pas s'attendre que tout le monde va retenir la même chose. La stratégie de formation doit avoir plusieurs angles d'attaque. Au niveau de nos outils de cybersécurité, il y a toujours des modules de formation d'inclus. Quand on pense à notre système de surveillance vigilance ou à d'autres outils comme dans IASI, e-learning, où on a un module de cybersécurité, on veut que les gens soient alertes. C'est notre première ligne de défense. On doit les informer. Donc, c'est une stratégie de les informer. Dans nos stratégies de formation, on a une formation de type direct qui est avec animateur. Donc, on a une personne qui va animer via Teams la formation avec un groupe d'individus. On a l'aspect e-learning, qui est notre produit IADI, où on a des capsules de formation qu'on peut avoir pour que nos gens puissent eux-mêmes consommer à leur rythme des modules où ils pensent avoir une lacune et voudraient se parfaire leur connaissance. Ça peut être fait à la pièce, comme on peut avoir l'abonnement de l'entreprise à l'ensemble du produit. On a recommencé à faire des formations en présentiel. On le fait à l'occasion. Les gens se sont habitués à Teams en distance, mais en présentiel, on le refait à l'occasion maintenant sur demande. Donc, toutes ces stratégies permettent d'avoir une approche sous différents angles
pour aider les gens à s'approprier la technologie en harmonie avec les besoins de l'entreprise. On va même jusqu'à promouvoir l'intégration de la formation à l'environnement numérique, comme par exemple, on va en parler dans quelques minutes avec l'intranet, on peut joindre à l'intranet un hyperlien vers la plateforme Yazi. On peut, dans l'intranet, la compagnie peut même se doter d'un site SharePoint dédié à la formation, dédié au développement des compétences des individus. Donc, ça vient à rattacher le développement des compétences à l'environnement numérique. Donc, ce n'est pas quelque chose de distinct à part la formation, c'est quelque chose de continuel qu'on doit intégrer. Stéphane, je fais encore référence à l'entreprise qui aurait adhéré à Microsoft 365 en début de pandémie, pas eu le temps de former les employés. L'important, c'était de l'utiliser au maximum le plus rapidement possible. Est-ce que ce serait quand même bénéfique aujourd'hui, un peu plus que 2 ans plus tard, de faire en sorte que l'employé qui se fie probablement à son instinct, là, qui clique où il pense puis fait comme il croit, bénéficie quand même d'une formation pour apprendre à connaître tous les moindres recoins de SharePoint, OneDrive, Teams? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Hein? Poser la question, oui, c'est un peu y répondre. Je voyais encore dernièrement dans mes fils d'actualité des formations Excel. On pense qu'on connaît tout sur Excel ou qu'Excel est un vieux produit, mais c'est encore d'actualité de se former sur un produit, Excel, Teams ou SharePoint, parce que tout à coup, on a besoin d'améliorer nos compétences ou de se mettre à niveau, parce que les produits maintenant évoluent. Ils ne sont plus statiques dans le temps. Moi, ça a révolutionné mon monde quand j'ai découvert qu'on pouvait faire CTRL-F dans un canal Teams pour faire une recherche seulement dans le canal sélectionné. Vraiment, ça ouvre une perspective sur la recherche. Ça peut même aller jusqu'à restructurer la façon qu'on utilise les canaux dans Teams. Donc, des fois, une petite formation, soit en ligne via Yadzi ou peut-être même plus formelle avec un formateur, permet de mettre tout le monde à niveau puis d'aller chercher le petit plus qu'on serait prêt maintenant à absorber. Au début de la pandémie, j'assume que la majorité des gens l'ont fait rapidement. Ils ont été chercher juste le minimum qu'ils avaient besoin pour continuer à opérer. Maintenant, on va chercher ce qu'on a besoin pour aller un peu plus loin, pour s'optimiser. Les gains en efficacité, on en veut toujours, hein, de nos jours, là, c'est jamais de trop. On continue avec l'intranet. L'intranet qui est une étape avancée après la formation. Appelons-le dans un parcours niveau intermédiaire. Les entreprises qui sont en travail hybride, qui sont en télétravail, ont tout à bénéficier de développer leur intranet dans l'environnement Microsoft 365 en utilisant SharePoint. Donc, un intranet dans Microsoft 365, en fait, c'est un outil de communication qui est extraordinaire, qui peut être disponible directement via Teams. Donc, vous le voyez peut-être en tout petit sur l'image, là. C'est un Teams et le premier onglet en haut, là, à titre d'exemple, c'est l'espace MS. C'est notre intranet chez MS Solutions. Et c'est un intranet collaboratif, c'est-à-dire que c'est pas une seule personne, c'est pas seulement la personne qui est responsable des communications qui gère le site intranet. Avant, là, le site intranet, là, ce que Stéphane appelle avec bonheur l'intranet des années 2000, l'entreprise faisait un chèque de 10 000 à une compagnie externe qui venait implanter un intranet dans lequel on mettait un contenu qui était statique. Maintenant, c'est intégré à Microsoft 365. Ça ne vous coûte pas un sou technologique de plus d'aller développer votre intranet. Tout ce que ça prend, c'est des efforts, ça prend du contenu, puis ça prend une collaboration entre les équipes. À titre d'exemple, chez nous, moi, je m'occupe de l'espace MS Marketing dans notre intranet. Ma collègue Aïcha s'occupe de l'espace MS RH, où on retrouve notamment le parcours du nouveau collaborateur. Donc, tous les nouveaux employés ont un parcours à suivre de formation, etc. Et on a aussi de la documentation pour notre base de connaissances. Donc, on travaille tous en équipe pour aller bonifier un contenu d'entreprise que l'on partage. On est des gens situés un peu partout au Québec et à l'extérieur du Québec et on a tous accès au même niveau d'information. Donc, je pense que cet outil-là est très puissant au sein d'une entreprise et il est simple à mettre en place. Ma foi, il est simple, Stéphane, n'est-ce pas? Très simple parce que SharePoint, c'est la base de l'intranet.
Et si on le construit correctement, on crée un environnement qui est commun aux utilisateurs. Et si on procède à notre prochain jalon d'implantation, c'est certain, comme tu l'as mentionné, Marie-Ève, que l'intranet est commun à tous. On veut construire un intranet pour que les gens puissent trouver l'information générique rapidement et favoriser la culture de l'entreprise, les nouvelles, les relations sociales entre les gens. L'intranet n'est pas égal à SharePoint. Bien qu'on utilise SharePoint pour créer l'intranet, SharePoint a plus de profondeur. Donc, lorsqu'on a bien ancré notre intranet, on peut aller ancrer, je dirais, l'utilisation de SharePoint dans les départements dans l'entreprise. Et à ce moment, on va comprendre la relation de SharePoint au sein de Microsoft 365 et surtout la relation de SharePoint avec Teams. Si on passe à la prochaine page, par exemple, ce qu'on veut faire ici, c'est d'ancrer le nouvel outil qui est SharePoint Teams. On peut les voir ensemble, parce qu'on va parler d'une équipe Teams et d'un site d'équipe SharePoint. Donc, c'est très intimement relié. On veut ancrer cet outil-là dans le quotidien des utilisateurs. On veut maintenant que les gens, au lieu de penser à un serveur de fichiers conventionnel, utilisent Teams en conjonction avec SharePoint pour déposer leurs documents et collaborer avec leurs collègues. Au-delà de ça, lorsqu'on est dans l'intégration SharePoint Teams, on va identifier les besoins spécifiques à certains départements. Donc, si on parle d'un SharePoint pour la comptabilité, on aura des bibliothèques avec des métadonnées différentes d'un SharePoint pour l'ingénierie ou d'un SharePoint pour le département légal, où l'on voudrait peut-être faire un suivi sur les signataires d'un contrat ou les dates, je dirais, importantes pour un contrat. Donc, chaque département peut aller tirer plus du SharePoint si on vient l'adapter à leur réalité. Et c'est ce qu'on fait dans l'intégration. Donc, on amène l'utilisation de SharePoint un peu plus profondément dans l'entreprise. Bien sûr, on va responsabiliser les utilisateurs, surtout les propriétaires qui sont responsables du site SharePoint et de son contenu. C'est une nouvelle notion que Microsoft nous apporte de redistribuer la charge de gestion du contenu, pas tout garder chez l'équipe TI. On va redistribuer une responsabilité, un rôle au propriétaire. Donc, exemple, un chef de département à un directeur qui a son propre site ou sa collection de sites. Donc, bien comprendre cette relation-là de SharePoint Teams et des autres outils qui gravitent autour, tels que Forms, Stream, Planner et Microsoft List, qui est de plus en plus populaire, va nous aider, encore une fois, à mieux s'approprier l'outil. Tout à fait. Puis je pense que c'est vraiment à cette étape-là que tout ce qui est gestion du changement, planification du changement avec les utilisateurs prend tout son charme, dans le fond, là. Et c'est important de communiquer abondamment, de former peut-être des ambassadeurs, de bien préparer nos utilisateurs au changement, parce que derrière tout changement technologique, il y a des usagers, puis si les usagers n'adhèrent pas, hein, ça va être difficile de continuer notre route, hein, si je ne me trompe pas, Stéphane? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on revient dans notre stratégie de formation. Notre parcours est assez bien interrelié. Dans notre stratégie de formation, on parle de la formation SharePoint super utilisateur qui est quand même assez en demande parce que on vient expliquer aux gens comment SharePoint a un rôle important et on leur explique, regardez, maintenant, on va juste utiliser Teams, on va s'en aller vers un intranet et plus tard, vos départements vont utiliser SharePoint en équipe. Donc, on leur explique un peu le parcours et eux, à l'intérieur de leur compagnie, ces super utilisateurs, deviennent des ambassadeurs parce qu'ils comprennent le plan global qu'on veut accomplir et non pas seulement un jalon ou un élément. Parfait, exactement. Ce qui nous mène à une prochaine étape. Alors, on passe plus en phase avancée de notre intégration là, à Microsoft 365. Donc, c'est celle qui nous parle de gouvernance et d'intégration à Power BI. Oui. Donc, Power BI est dissocié. Lorsqu'on a acquis, je dirais que l'entreprise est à l'aise avec SharePoint, on travaille avec Teams pour la communication, on est en collaboration et que ça va bien, ça va bon train. Souvent, on va regarder un peu plus loin et on va commencer à considérer ce qu'on appelle la famille Power. Dans la famille Power, il y a Power BI, Power Apps, qu'on va parler un peu plus tard, Power Automate, Power Agent, etc. Donc, Power BI est une entité en soi qui est davantage basée sur l'intelligence d'affaires
Et on a de plus en plus de compagnies qui veulent se l'approprier, qui se posent la question, comment je peux l'utiliser? Comment je peux le mettre à profit pour mon entreprise? Comme n'importe quel environnement nouveau dans lequel on va défricher, on se donne un cadre d'opération. Donc, nous, notre modèle, on le réplique ici. Une gouvernance, qui peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va permettre? Quelle sera notre nomenclature? Quelle sera la confidentialité des données qu'on va retrouver dans les différents espaces de travail? Qui va gérer tout ça? Donc, on se pose les bonnes questions pour qu'une fois qu'on va commencer à développer des rapports, qu'on s'assure de la sécurité de la donnée. Donc, encore une fois, rester en contrôle sur notre donnée. Power BI en soi n'est pas un projet de TI. Je suis très heureux parce que les gens le comprennent assez rapidement. On a de plus en plus, c'est l'équipe de comptabilité, de finance qui nous approche, ou des fois, les compagnies ont même un département BI, d'analyse d'affaires. Donc, ils ont compris que ce n'est pas les TI, ce n'est pas synonyme, le BI et les TI. Donc, c'est un projet de gestion, c'est un projet d'entreprise. C'est pourquoi que souvent, on va retrouver, oui, une ressource TI, mais d'autres responsables dans ce genre de projet-là, qu'on va accompagner pour les aider à bien structurer l'environnement et avoir un environnement qui devient évolutif et périn dans le temps. Qu'on ne va pas défaire et refaire parce que 2 ans plus tard, on s'est rendu compte que là, on est mal parti, sur des mauvaises fondations. Donc, on aide les gens à bien partir. Dans ce cadre de départ-là, bien sûr, on offre une formation d'introduction à SharePoint qui va un peu jusqu'à intermédiaire. Pardon, lapsus, à Power BI, qui va jusqu'à intermédiaire. Et on va aider les gens à bien comprendre ce qu'ils ont en main pour bien faire les rapports. Parlant de rapports, on ne veut pas que les gens reproduisent les rapports du passé. Les rapports statiques, une fois qu'on l'a sorti, il est déjà désuet parce que la donnée qu'on vient de rentrer n'est pas là. On a la donnée juste du moment où on l'a créée. Power BI, c'est vraiment le monde dynamique. Les rapports, on l'a donné quasi en temps réel ou du moins de façon horaire ou journalier selon le type de licence qu'on a. On aide les gens à automatiser les flux. C'est important que le flux de données, donc que la donnée qui transite de la source vers le rapport, soit bien traitée, soit nettoyée, soit intègre aussi. Donc, c'est ce qu'on va appeler le flux de données, la donnée qui se déplace entre sa source et le rapport qui la présente et la collige avec les autres données. On revient avec notre phrase, désolé Marie-Ève, on revient avec notre dernière phrase qu'on a vue dans la première gouvernance. Ici, viser l'amélioration, l'optimisation et surtout le perfectionnement de la donnée est essentiel parce qu'une donnée qui est propre va donner un meilleur résultat, du moins va nous permettre de prendre des meilleures décisions. Donc, on veut une donnée le plus parfaite possible. Je pense que c'est super clair, Stéphane. Puis une des conclusions que je ressors en t'écoutant, c'est qu'il faut prendre le temps. C'est qu'il ne faut pas faire ça vite. Il faut bien planifier les choses. Que ce soit avec Power BI ou que ce soit dans la totalité du parcours, il faut essayer de ne pas précipiter les choses puis de planifier parce que c'est quand on commence à retourner en arrière là, que c'est plus long, c'est plus complexe. On refait les choses qu'on a déjà faites, mais si on prend notre temps à planifier, commencer par la gouvernance, puis après ça l'intégration, bon, on fait les choses correctement, là. Exactement. Donc, on fait les choses proprement. Ceci n'empêche pas d'explorer. On peut quand même explorer Power BI, on peut défricher. Et encore, on revient sur notre analogie de chemin, là. On part sur un terrain vierge, on commence par défricher, et après, on va se faire un tracé, on va faire un chemin de terre, on va mettre nos fossés, on va finir ultimement par le pavé, puis avoir peut-être une autoroute. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on commence par le défrichage. À un moment donné, on aura besoin de se mettre des balises plus fermes. C'est là qu'on arrive avec la gouvernance et ainsi de suite. Tout à fait. Puis, ce qui nous mène, c'est pas la destination ultime parce qu'avec Microsoft, les destinations ultimes changent, les fonctionnalités changent, tout s'améliore, tout innove. Mais la Power Platform, qui est une des destinations les plus avancées qu'on peut avoir dans notre parcours à l'heure actuelle. Donc, c'est l'automatisation des processus, Stéphane. Exactement. Bien qu'on a des clients, puis vous allez voir dans le livre blanc, le white paper, qui est offert suite à ce webinaire. On a le parcours d'un client qu'on expose et ce client a fait la Power Platform, donc des optimisations de son
processus avec Power Apps avant de faire ou d'aller plus d'avant avec Power BI, mais c'est correct parce qu'il a été là où son besoin le plus criant était. La Power Platform nous permet d'automatiser des segments de procédés dans une entreprise. Microsoft ose dire qu'il redonne le pouvoir aux employés d'automatiser leur processus de façon simple. Donc, chacun dans son secteur pourrait créer ses propres systèmes d'automatisation. Bon, il faut quand même mettre un bémol sur ce point. On doit avoir quand même une très bonne compréhension de son processus. Il faut savoir exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut automatiser. On doit aussi avoir une très bonne logique des systèmes pour savoir où la donnée se retrouve, qu'est-ce que je vais faire avec, quelle sera la prochaine étape de cette donnée. Donc, on peut vous aider à définir ces choses-là. Cependant, c'est vrai que le produit de la Power Platform, soit Power Apps et Power Automate surtout, ce sont des applications qu'on va qualifier de low code, donc peu de code. C'est davantage des blocs qu'on va déplacer, qu'on va mettre ensemble pour arriver à un résultat assez rapidement. Bien que c'est simple, on encourage à garder le développement pour des petits processus. Si on s'embarque dans un développement qui ressemble à un ERP, une gestion d'un système de comptabilité, c'est probablement pas la bonne idée. On va donner des exemples de petits développements comme prise d'inventaire dans un entrepôt avec un téléphone. Super bien. Comme par exemple, formulaire qui permet de faire un suivi sur les inspections de véhicules en garage. Donc, j'ai un garage, j'ai un iPad, j'ai un formulaire qui est automatisé avec la Power Apps et que le mécanicien peut tout simplement rentrer ses inspections de véhicules. L'information s'en va dans un SharePoint et le contremaître peut regarder via Power BI l'évolution de sa flotte de véhicules et j'ai combien de pneus à commander pour cet hiver, par exemple. Donc, ce sont des automatismes simples, mais qui amènent tellement de valeur ajoutée. On va finir avec l'intelligence artificielle, parce qu'on va finir, c'est un grand mot, comme tu mentionnais, on finit jamais en réalité, mais on va ouvrir sur l'intelligence artificielle parce que dans la suite de la famille Power, on a le Power Agent qui nous apporte des balbutiements d'intelligence artificielle. Déjà, Microsoft en met avec Viva. On a des Viva Insights, on a des courriels qui nous disent un peu comment on devrait travailler, qu'on devrait prendre un peu de temps et des choses comme ça. C'est sur le fait que Microsoft observe qu'est-ce qui se passe dans Microsoft 365, ce que l'on fait, avec qui on travaille, comment on travaille, et tranquillement, l'intelligence artificielle se met en place et apprend. On pourra utiliser ces modules-là dans le développement avec la Power Platform et aller chercher de la reconnaissance d'images, du traitement de formulaires plus automatisé, même aller jusqu'à faire du prédictif. C'est certain que là, on s'ouvre sur un autre monde et on s'ouvre sur les défis de demain, comment on devra, nous, en tant qu'être humain, collaborer avec un collègue qui s'appelle l'intelligence artificielle. Ça sera une autre réalité, probablement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ce sera une réalité à laquelle on devra faire face. Et c'est drôle, j'ai l'impression que ça va prendre la gouvernance pour travailler avec l'intelligence artificielle, Stéphane. Un de tes sujets préférés? Si on ne veut pas que l'intelligence artificielle nous gouverne, peut-être. C'est un bon point. Alors, notre parcours Microsoft 365, on le revoit ici à l'écran pour faire un survol de ce qu'on a discuté avec vous. On débute par les étapes de la migration, certaines étapes de base comme la gouvernance, la cybersécurité, les stratégies de formation qui sont propres à vos gens, à vos organisations. Après ça, on tombe en format intermédiaire avec l'intranet, l'intégration à SharePoint. Puis on a parlé aussi de façon un peu plus avancée de gouvernance et intégration Power BI, de la Power Platform. Puis on a fait un clin d'œil à l'intelligence artificielle. Comme on vous disait au tout début du webinaire, on a un livre blanc qui va être diffusé la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût. Ça pourra être partagé là aussi au sein de votre organisation. Et ce webinaire-ci sera également disponible. Mais avant de se quitter, on a quelques petites questions. Donc, les gens nous ont posé des questions dans le chat. Et Stéphane, si tu as encore quelques minutes avec nous, on va te les adresser. Plaisir. Donc, lançons-nous avec la première question. Est-ce qu'on peut migrer une partie des employés dans Microsoft 365 sans migrer tous les employés de l'entreprise à Microsoft 365?
C'est certain que l'outil est construit pour que l'ensemble des employés puissent être migrés. Cependant, on comprend très bien que quelquefois des employés peut-être d'user notre terrain, on ne veut pas investir pour qu'ils aient un compte. Il y a quand même des frais récurrents. Il y a deux avenues. Il y a les licences anciennement appelées kiosques, qui s'appellent Microsoft 365 F1 maintenant, qui sont beaucoup moins dispendieuses et permettent de donner un accès vers plusieurs outils de base, comme par exemple, si on met un intranet en place, l'utilisateur va pouvoir se loguer à l'intranet, va pouvoir interagir et surtout, on va pouvoir l'identifier. En ayant une licence, on sait qui vient, on peut les cibler. Ceci étant dit, si on parle de SharePoint, c'est certain que si on n'a pas de licence, on n'a pas de courriel. Si on parle de SharePoint, il y a moyen, sans licence, d'accéder à des sites SharePoint. Ce n'est pas fortement recommandé puisqu'on crée une ouverture et là, bon, on n'identifie pas qui vient chez nous. Ça peut compromettre nos données. Super. Merci Stéphane pour cette réponse. On a Charles qui nous pose une question qui nous indique que récemment, son compte Office 365 personnel a été piraté. Hein? Donc, ce n'est pas une légende urbaine, ça l'arrive, même au meilleur, Charles. Microsoft n'a pas été en mesure de récupérer les données. Il y avait tout de même une copie de sauvegarde, mais qui datait de plus de 6 mois. Donc, ça, je pense que c'est aussi une petite leçon, là, quand on parlait de sauvegarde externe de données, ça aussi, là, c'est pas une légende urbaine, c'est des choses qu'on doit prendre en considération. La question de Charles, toutefois, c'est avez-vous une recommandation sur les bonnes pratiques quant au mot de passe? Oui, c'est certain que si vous allez sur Yadi prendre la formation cybersécurité, on va en parler. On va parler pas seulement des mots de passe, mais des bonnes pratiques. En termes de mots de passe, de plus en plus, on recommande au moins 10 caractères et des caractères lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et symboles lorsque permis. Office 365 le permet. Donc, c'est un minimum. Ça fait des mots de passe difficiles des fois à retenir, mais c'est mieux que de se faire pirater. Microsoft n'est pas obligé. En fait, Microsoft ne prend aucune sauvegarde des données pour vous. Si Microsoft prend des sauvegardes, c'est pour eux. Si la faute est de leur côté. Mais si l'événement est hors du contrôle de Microsoft, c'est un peu comme des assurances et le Act of God, Microsoft n'a pas à restaurer aucune donnée pour vous. Puis, je me permets d'ajouter aussi là, avec le mot de passe, l'authentification multifacteur. Hein? Donc, on approuve la connexion via notre téléphone ou via une façon tierce, mais pas seulement un mot de passe qu'on entre, mais comme ça, on réduit les risques considérablement. Très bon point, Marie-Ève. C'est de plus en plus, l'authentification multifacteur sera obligatoire dans plusieurs systèmes. Exact. Bernard serait fier de nous. Je continue avec les questions que nous avons. Est-ce que SharePoint peut remplacer notre site Web? Non, SharePoint n'est pas fait pour avoir ce qu'on va appeler un web externe ou grand public. Microsoft l'avait fait à une certaine époque, mais ça n'a pas vraiment levé. Et ils ont décidé de se concentrer vers l'intérieur de la compagnie. Donc, SharePoint est vraiment un intranet pour l'intérieur de la compagnie. De plus, si vous faites affaire avec des concepteurs web qui sont habitués avec des outils comme WordPress, ils vont trouver que la conception web dans SharePoint n'est pas très élaborée. Et c'est correct ainsi. C'est pas un outil pour mettre beaucoup d'énergie dans, je dirais, le visuel. C'est plus sur l'efficacité, la productivité que Microsoft s'est centré. Parfait. On a une prochaine question pour toi, Stéphane. Ça se peut qu'on n'ait pas les réponses pour vous tout le temps, là, mais on s'essaye. OK? Stéphane en connaît large, là, mais malgré qu'on ne touche pas à tout chez MS. Est-ce qu'il est possible de connecter un CRM avec SharePoint? On ne l'a jamais fait, nous, de connecter un CRM proprement dit SharePoint, mais il y a sûrement des connecteurs, puisqu'il existe plusieurs connecteurs SharePoint. On a déjà accompagné des compagnies à connecter des ERP avec SharePoint pour utiliser SharePoint comme emplacement de stockage documentaire. Donc là, il y a du code qui se fait avec des API pour pouvoir lier les deux, mais c'est vraiment du développement custom. Là. Il n'y a pas de belles solutions là, nécessairement intégrées. Pour les CRM, il faudrait voir les connecteurs qui existent. Il y en a sûrement. On n'a pas fait la recherche pour ça encore. Parfait. À moins d'utiliser Microsoft Dynamics, j'imagine que ça, c'est une intégration qui est plus simple. Plus simple, mais pas automatique non plus. C'est comme deux produits distincts. Là.
OK, parfait, c'est intéressant. Deux petites dernières questions avant qu'on se quitte. Est-ce que ma licence 3 me donne accès à Power BI et Power Platform? Power BI, c'est l'outil d'analytique de données. Power Platform, c'est l'outil d'automatisation. Power BI n'est pas inclus dans la licence E3. Il est inclus dans la licence E5. Donc, pour le Power BI. Ceci étant dit, il est possible d'aller chercher une licence d'essai Power BI de 60 jours, mais après, vous allez devoir acheter une licence ou passer votre E3 à E5 ou aller chercher juste le Power BI et l'ajouter à votre E3. C'est possible aussi. Concernant la Power Platform, du moins les autres outils comme Power Apps et Power Automate, oui, ils sont inclus dans le E3 jusqu'à certaines limitations. Donc, dans les deux cas, vous allez pouvoir faire quelques Power Apps, quelques Power Automate jusqu'à ce que vous arrivez à la limite. Et là, il faudra acheter une licence, un plan 2 pour aller plus loin. Super. Dernière question pour toi, Stéphane. On nous demande pourquoi devrais-je considérer de migrer de Google Suite à Microsoft 365? Allons-y avec un élément peut-être différenciateur. En fait, Google n'a jamais eu l'expertise de Microsoft dans le domaine de l'entreprise. Exchange a toujours été très fort, a toujours été l'outil de communication, de courriel pour entreprise le plus utilisé au monde. Et Microsoft a, je dirais, hérité ou traîné cette expérience dans le monde du cloud pour faire un produit qui est beaucoup mieux connecté et beaucoup mieux adapté à l'entreprise que la suite Google Suite. Du moins, c'est ce qu'on perçoit. Google est né dans le nuage. Microsoft est né sur Windows, sur le PC. Mais avec sa migration, Microsoft a décidé de quitter le PC, s'en aller dans le nuage et amener toute son expertise de l'entreprise, qui est beaucoup plus grande que celle de Google présentement. Super, je pense que ça répond très bien à la question. Une fois qu'on l'adopte, de toute façon, on a de la misère à s'en passer. On le voit au quotidien, on l'utilise beaucoup, puis on développe nos habitudes de collaboration, puis on ne veut plus s'en passer. Pour conclure, maintenant, je vous rappelle que le livre blanc va être disponible mardi prochain. Donc, on m'a reposé la question dans le chat. Là, c'est pourquoi je vous le rappelle. Ce sera reçu par Infolette. On en parlera dans nos réseaux sociaux également sur le site web. Donc, ça va être difficile à manquer. Vous pourrez avoir tout le détail. Là. C'est environ une dizaine de pages où est-ce qu'on fait le détail de chacune des étapes. Puis, on a aussi un client qui nous a fait un petit témoignage là, qui, lui, a procédé à une migration à Microsoft 365 de façon bien structurée, accompagnée par Stéphane et son équipe. Puis, il nous raconte un petit peu son parcours. Finalement, notre prochain webinaire dans 2 semaines, le jeudi 22 septembre, on vous parle d'une bonne infrastructure TI. C'est quoi une saine infrastructure TI à jour? C'est quoi les avantages? C'est quoi les risques de ne pas avoir une infrastructure TI qui est à jour également? Et puis, on vous parle de stratégie. Donc, voilà, on se revoit dans 2 semaines. Merci énormément, Stéphane, d'avoir été avec nous cet après-midi puis d'avoir partagé ton expertise avec nous. Merci à toi, Marie-Ève. Merci à tous. Merci, au revoir.